Nous sommes en République démocratique du Congo, les pays des valeurs, les pays où le monde envie. Nous sommes là, le pays de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est votre émission Duel, une émission où nous faisons l'effort d'inviter ceux qui font l'actualité pour analyser avec nous les questions majeures de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, comme annoncé dans les réseaux sociaux, nous avons la présence de M. Edouard Kabouayi, lui qui est représentant de l'UDPS en Angola. Il est du pouvoir. M. Edouard Kabouayi, soyez le bienvenu. Merci, mon très cher frère Delphin, pour cette marque de confiance. Souvent, nous pouvons nous rencontrer dans un cadre comme ça, parler de notre pays, et fixer l'opinion sur les questions importantes qui touchent la vie de notre République. Voilà. De l'autre côté, il est vraiment aimé par vous parce que il est intelligent, il propose. Il s'appelle M. Mathieu Takizala, il est DG d'une entreprise spéciale auto garage, il est économiste, diaspora. Monsieur Mathieu Takizala, c'est le bienvenu. Je vous remercie, Delphin. Vous savez, ce qui est noble pour un homme, c'est rendre service à l'autre. Et Mathieu Takizala est au service de son peuple. Mathieu Takizala au service de son peuple. J'ai noté quelque chose, d'abord avant d'annoncer la thématique. Vous deux, vous nous venez de la diaspora, France et Angola. Mais il y a ceux qui pensent que la diaspora congolaise ne travaille pas pour l'intérêt de son pays. Mathieu Takizala, prenez la première parole. Je ne pense pas. La diaspora congolaise a toujours contribué. Mais sauf que vous savez, les ingratitudes sont du côté de ceux qui sont restés en République démocratique du Congo aujourd'hui. Quand vous regardez dans l'histoire de la République démocratique du Congo, et la diaspora a toujours été pour la République démocratique du Congo. Beaucoup de la diaspora se sont sacrifiés pour rendre la noblesse du côté congolais. Donc il faut... Et aujourd'hui, on n'a pas l'intérêt de diviser le Congolais. Même ceux qui sont restés à l'intérieur, même nous qui sommes en dehors de la République démocratique du Congo, nous sommes tous indivisibles. On est Congolais. Mais la diaspora est au service. Si vous comptez aujourd'hui la République démocratique du Congo, le nombre de fils de la diaspora qui ont conçu des entreprises, le nombre de professeurs d'université à travers le monde, ici de la diaspora, il y en a nombreuses. Le nombre des politiciens, en commençant par Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui le président de la République, si nous sommes il est le produit de la diaspora. Mais oui, si nous ne contribuons pas, mais lui-même il est de la diaspora. Donc, le Congo a connu deux présidents ici de la diaspora. M. Kabila était de la diaspora, même trois, parce que même Laurent Désiré Kabila, avant de revenir au pouvoir, c'est quelqu'un qui a passé son temps en dehors de la République démocratique du Congo. Donc la diaspora a toujours pesé et puis contribué au sein de la République démocratique du Congo. Mais il y a une question épineuse aujourd'hui, la diaspora congolaise. Vous voyez avec Bouketchou et son groupe, apparemment la culture congolaise, elle est vraiment par terre. C'est parce que cette diaspora ne veut pas que cette culture puisse être rehaussée même à l'espace international. Non, mais quand vous regardez même à l'intérieur du Congo profond, on voit aussi le mouton noir du système congolais. Donc le Koulouna ne sont pas les gens de la diaspora. Heureusement que le système commence maintenant à les récupérer pour insérer socialement. Donc dans chaque coin de la République, on trouve aussi ceux qui ils essayent de nous empêcher d'avancer. Donc ça, ce n'est pas uniquement au sein de la diaspora, cher Delphin. Ok, merci M. Douakaboua. La même question également à vous. Vous êtes de la diaspora, vous venez de l'Angola, vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Est-ce la diaspora angolaise travaille pour la nation également? Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit notre économiste. Vous savez que notre pays a vécu beaucoup plus de l'actif de la diaspora. Parce que c'est cette diaspora-là qui prenait même en charge les familles qui étaient restées au pays et qui ont suivi la politique du pays de peu près. Et c'est cette diaspora-là qui a fait même changer les donnes au niveau du pays. Parce qu'à un certain moment, on avait compris que nos frères qui étaient restés à l'interne, ils étaient totalement assujettis par la dictature farouche. Et nous, à l'extérieur du pays, nous avons levé l'étendard très haut de notre pays. Et vous avez vu que nous avons fait bouger le monde pour que les choses puissent aussi bouger. Voire même ce qui avait toujours des rêves, des tendances de continuer à dominer les Congolais, mais quand la diaspora s'est soulevée, une fois, ils avaient compris que maintenant cette détermination-là, on risque de nos pays de ne plus encore même exister encore. Donc,
des pays de la RDC, si il est ce qu'il est, vraiment, je vous dis que l'actif de la diaspora est compté dans tout ce qui se passe aussi dans notre pays. Merci monsieur Edouard Kaboya. Je vais revenir vers vous. Calmez-vous, l'ingénieur est là, il est en train de faire son travail. Mais monsieur Takizala, la thématique est là. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer 72 ans. Après, il y a l'arrivée du roi belge qui va se présenter à Kinshasa. C'est mardi. Et c'est un événement pour la République démocratique du Congo, pour remise des reliques de notre héros, Patrice Emery Lumumba. C'est un grand événement. Mais nous avons souhaité à ce que nous puissions retourner un peu en arrière et essayer aussi de parler de notre société et du social congolaise plutôt. 62 ans après, où en sommes-nous avec les sociales de Congolais? On en parle, monsieur Mathieu Takizala. On n'a pas fait votre choix pour rien parce qu'on sait que vous êtes économiste. Pensez-vous que aujourd'hui les Congolais ils peuvent regretter d'avoir été indépendants avant les temps? Bon, vous savez, la vie, ce sont des choix. On a pris ces choix-là d'être libre et d'administrer notre pays. Mais le problème en est que le passif que nous, on a hérité avec l'actif, aujourd'hui, on n'a pas sauvegardé. Ça signifie que ça, on doit avoir un peu l'humilité et l'honnêteté intellectuelle de comprendre qu'aujourd'hui, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, profondément parlant, il n'y a pas plus de Congolais qui travaillent. Et le social, vous ne pouvez pas le faire si les gens ne travaillent pas. Et si vous regardez aujourd'hui le lorge congolais, le nombre des entreprises congolaises qui sont par exemple sont en déficit. Et même ces entreprises qui sont présentes sont en difficulté. Et avec les réalités mondiaux d'aujourd'hui, nous voyons que l'inflation est devenue le règle, parce qu'avec Covid-19, avec la guerre d'Ukraine, nous voyons que la croissance congolaise peine à joindre debout, parce que la croissance, on fait avec la production. On a laissé plus de temps que l'informel soit le maître de jeu en République démocratique du Congo, parce que lorsqu'on hérite ce pays, l'informel n'était pas le maître de jeu. Le formel était le maître de jeu, parce que la plupart des Congolais avaient un endroit où ils pouvaient s'évaguer, ils travaillaient avec un salaire déposé à la banque, et puis le pouvoir d'achat était énorme, le logement subventionné existait, le bourse pour les étudiants des foyers modestes existait en République démocratique du Congo de l'époque, mais aujourd'hui, quand vous regardez le logement subventionné quasi inexistant, le salaire pour tous n'existe pas aujourd'hui, même ceux qui ont le salaire peinent à joindre le debout, parce que la contrebande de l'économie est devenue le règle sociétale aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les entreprises, le PME, qui pouvaient permettre que le social soit vraiment le règle de fonctionnement, nous sommes en difficulté, parce qu'en parlant en tant que chef d'entreprise, nous voyons qu'est-ce qui sont des défis des chefs d'entreprise aujourd'hui en République démocratique du Congo. Trouver un petit contrat, c'est du n'importe quoi. Dans tout le secteur de la vie, on voit que on laisse plus l'informel nous guetter, nous diriger. Trouver, par exemple, le financement ou l'accompagnement ou les mesures incitatives du côté des entreprises. C'est vraiment un vrai problème aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et le métropole d'hier, qu'on appelle la Belgique, qui est présidé aujourd'hui avec le roi actuel, ça tombe bien que 62 ans après les départs de Belges, qu'on voit encore un monarque belge, retourne dans nos frontières. Mais je crois qu'à l'intérieur, en tant que les intellectuels et les gestionnaires de la République démocratique du Congo, nous devons maintenant se poser de vrais questionnements et en se voir aujourd'hui et puis piloter le Congo différemment, parce que le Congo de l'entreprise n'existe plus. Donc moi j'ai toujours dit que nous devons imiter un peu l'aîné, Maréchal Mobutu, parce que à l'époque de Maréchal Mobutu, on avait l'élite économique, l'élite politique, l'élite administrative, l'élite scientifique, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous restons uniquement avec l'élite politique, mais les autres élites sont en difficulté. Voilà, je vais revenir vers vous, mais M. Douarkaboya, vous êtes de l'UDPS. C'est important de parler du social congolais, parce qu'aujourd'hui, les Congolais semblent peinés par rapport à cette question. Est-ce Mobutu est pour beaucoup pour la destruction du social congolais, parce qu'il avait lancé une opération, zarianisation? Est-ce que c'était un faux pas de Mobutu? En tout cas, ce que vous dites, c'est une réalité. Donc, Mobutu a pour beaucoup, surtout à ceux qui avaient touché la destruction de notre pays ici. Parce que vous vous rappellerez que 32 ans au pouvoir, plus de 3 décennies,
mais il a laissé le pays à cet état que se trouve. Donc, c'est pour dire qu'avec son histoire de désorganisation, que lui-même tirait ses propres intérêts au détriment de l'intérêt supérieur, qui est l'intérêt de la nation, c'est ainsi qu'il a laissé les Congolais, d'ailleurs les héros de l'époque, dans cet état de la pauvreté extrême. Alors, le pays n'a pas pu même essayer à se développer, même à un pas. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand vous touchez sur d'autres cieux, vous trouvez déjà que bon, il y a déjà des pas avancés. Moi, je prends le cas, c'est comme Luanda en Angola. Les Angolais ont été colonisés par les Portugais. Les Portugais ont eu tout le temps qu'ils ont eu là plus de 500 ans, qu'ils ont vécu en Angola. Bon, les dirigeants angolais, ils avaient compris que ce qu'il faut faire, c'est de nous actualiser avec le système colonial, mais devant nous permettre, nous aussi, à booster notre économie ou la stabilisation de notre pays. Et au jour d'aujourd'hui, si vous arrivez à Luanda, qui est près de nous ici, mais, chers journalistes, je vous dis qu'il n'y a pas la différence entre Luanda et Paris. Il n'y a pas de différence entre Luanda et Lisbonne, mais même l'Afrique du Sud. Donc, c'est d'abord cette mentalité-là que plus de 32 ans que M. Mobutu a assujetti la pensée des Congolais pour vraiment faire clocharniser tout un peuple, en fait que le peuple ne puisse pas voir comment peut-être avoir à se développer. Apparemment, vous à tout ceci. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec Texala. Quand Texala a dit qu'il faut imiter Mobutu, est-ce que Mobutu avait certaines valeurs aujourd'hui à imiter? Vous êtes de l'UDPS? Non, mais bon, est-ce que normalement, si... bon, là, c'est moi, je le conseille de lui en tant qu'économiste, il sait ce qu'il dit. Il y avait au moins trois classes, scientifiques, économiques. Exactement. Vous voyez que moi, je suis très content parce que bon, vous débattez avec un économiste, il a ses propres matières par rapport à l'économie. Mais rarement auprès de nos Congolais. Donc, un Congolais veut se faire le nosologue de tout. Donc, il entre dans tout, même là où il ne connaît pas, il veut toujours se faire par rapport à ça. Vous limitez ma question. Mais maintenant, nous, politiquement parlant, dans une réalité, nous savons très bien que si la RDC se trouve dans cet état, d'abord, la première faute incombe à M. Mobutu. Parce que c'est celui qui a pris... Ce n'est pas l'inconscience des Congolais à l'époque, l'incompétence des gens à l'époque, et Mobutu a profité de cela peut-être. Mais vous savez que Muammar Kadhafi, en Libye, il s'est incarné, donc il avait incarné sa politique de développement dans la mentale de son peuple. C'est lui qui a érigé cette histoire de bourse d'études des étudiants libyens à l'extérieur. Bon, quand ils partaient à l'extérieur, ils acquérissaient déjà d'autres mentales ou d'autres expertises. Et cette expertise, quand ils amenaient ça dans leur pays, alors voilà pourquoi la Libye était en train de se développer d'une manière que vous n'avez pas l'idée. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, il n'y a pas les mauvais troupes. Il y a les mauvais chefs. C'est seulement les mauvais chefs qui ne savent pas matérialiser, intérioriser leur politique au sein de la population, afin que la population puisse se développer. Merci. Donc cette histoire-là, vraiment, moi j'ai un combat Mobutu, c'est lui qui est responsable de tout ça. Je vais revenir vers vous, M. Mathieu Takizala. J'ai aimé quand Edouard Kabou a dit, il y a certaines questions, il faut se limiter parce qu'il n'est pas économiste. Mais M. Mathieu Takizala, ce n'est pas parce qu'à l'époque, quand on a eu l'indépendance, on n'avait pas trop d'intellectuels, il y avait peu d'évoluer, et c'est ce qui a fait que peut-être la relève n'était pas suffisamment assurée. Aujourd'hui, on a plus d'intellectuels, est-ce qu'on avance? Donc le problème, c'est le problème de la recherche des socles. Si je parle que nous pouvons imiter l'homme, il n'a pas que la partie noire, il a aussi la partie blanche. Si je parle qu'il faut imiter Mobutu, parce que si je compare à l'ère actuelle, le Congo d'aujourd'hui et les années du Mobutisme, on voit qu'on avait une capitale congolais dans le terrain économique. Ça signifie que dans chaque région, à l'époque, on l'appelait le mouvement des commerçants. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneur. Dans chaque région, il y avait des Congolais qui étaient capables de créer des emplois et de créer des revenus pour la République démocratique du Congo. Mais après le maréchal Mobutu, nous sentons qu'il y a une descente d'enfer. Aujourd'hui, notre économie, il n'y a pas une concurrence locale. Donc Mobutu avait raison, il dit après moi, il y aura les déluges. Non, oui. Restons un peu dans le regard d'économiste. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, à l'époque du maréchal Mobutu, ça veut dire qu'on avait une
capitale congolaise, ça fait qu'il y avait une petite industrie congolaise qui s'est développée, pilotée par des Congolais. Mais après le maréchal Mobutu, nous voyons que ça descend. Et on sent que de plus en plus l'économie est contrôlée par des communautés étrangères. Et ces communautés étrangères ne sont pas empêchées par des locaux. Et les locaux que nous sommes comme des entrepreneurs ne sont ni accompagnés et encouragés par le politique public qui sont mis en République démocratique du Congo. Or qu'à l'époque, le politique public, il y a des erreurs, par exemple, si je vais rejoindre Edouard, dans le transfert de l'économie de la zarisation, 74, où le maréchal Mobutu, au lien que cette économie qui existait sur le temps de la République démocratique du Congo, c'est là le face B du maréchal Mobutu. Au lien que ça soit transmis par des entrepreneurs, le chef d'entreprise, sauf que c'était le membre du camp du maréchal. Ça fait que les proches politiques. Or, la politique, le politicien, ce n'est pas le gestionnaire du business. C'est là où il a essayé un peu de pêcher. Mais lui, l'obsession, c'était d'avoir le capital congolais. Il est allé en Chine plusieurs fois, il va en Corée, il va aux États-Unis. Ils sentent que le pays ne peut pas prendre un essor si vous n'avez pas le socle productif. Ça fait que les entrepreneurs locaux qui peuvent créer une valeur ajoutée pour la République. Mais d'un côté, il s'est contredit lui-même en faisant de sorte, lorsqu'il décrète la zarisation pour récupérer ce qui était le portugais de l'époque, les grecs, au lieu de donner aux Congolais qui étaient maniants d'affairisme, mais bizarrement, les acquéreurs de l'époque, la plupart c'était le membre du comité central du mouvement de la révolution de l'époque qu'on appelait un père. C'est là où l'ascendance monstrueuse a commencé. Mais ceux qui ont remplacé le maréchal Mobutu, au lieu de comprendre que ce pays avait un vrai problème économique dès 60, parce que dès 60... Vous parlez de Laurent Désiré Kabila. Oui. La rentrée de l'AFDEL. Dès 60, quand les aînés sont allés à Bruxelles, beaucoup avaient une euphorie d'avoir le Kazakh des ministres, mais ils n'ont pas compris que pour être un bon ministre dans un pays, il faut avoir des hommes qui travaillent et les femmes qui travaillent, un outil et les voies de communication et l'infrastructure. Mais pour avoir ça, il faut avoir des chefs d'entreprise. Bizarrement, les gens n'ont pas compris comme ça. Et ils arrivent à Kinshasa, le paix que la gestion coloniale avait laissé à l'époque, parce qu'on parle de ça, parce que le roi va venir demain, le paix que la gestion coloniale avait laissé à l'époque, et c'est comme si une femme qui avait 10 poulets, il a commencé à battre le poulet, et bizarrement, on se retrouve aujourd'hui avec un seul poulet. Un seul poulet avec une famille de 100 millions d'habitants. Donc, c'est ça le vrai problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque Laurent Désiré Kabila arrive en 1997, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que Laurent Désiré Kabila puisse aussi comprendre que ce qui manquait à la République démocratique du Congo, c'est cet essor du secteur privé congolais. Est-ce que Mobutu avait laissé quelque chose? Parce que moi, j'ai suivi les kabylistes et dire qu'ils n'ont rien hérité de Mobutu. Les pays étaient pillés, il n'y avait presque rien. Mais est-ce que le général de Gaulle, lorsqu'il récupère le pouvoir, il trouvait quoi? Quand vous êtes un dirigeant, moi j'arrive à Kinshasa, je donne mon cas par exemple, de l'entreprise que je préside, spécial autogarage. Je trouve que les gens avaient un concept, mais bizarrement, ils ne comprenaient pas comment administrer la boîte. Et en tant que manager, je ne peux pas me plaindre, je dois m'adapter en fonction du format congolais. C'est ce que j'ai fait. Et quand je suis arrivé, même le mirail des spécial autogarage n'aspirait pas confiance. Mais aujourd'hui, la présence d'un manager, qu'est-ce qui se passe quand vous passez dans la plupart des sites de spécial? Vous sentez qu'il y a une entreprise qui s'affirme. Donc je crois que quand vous êtes gestionnaire, restons quand même gestionnaires. Et quand on vient dans les affaires, on sait déjà qu'est-ce qui ne va pas. Donc on ne va pas encore revenir en disant non, moi j'ai trouvé rien, tout ça, ainsi de suite. Merci. Donc il faut maintenant comprendre, quand vous prenez une boîte en difficulté, quels sont les ingrédients que vous allez mettre en place pour que la pente soit remontée. Merci, merci M. Mathieu Taguizala. Je rappelle que tu sais plateau, je suis avec deux invités. M. Mathieu Taguizala, il est économiste, il nous vient de la diaspora, il est le DG de l'entreprise spéciale Autogarage. De l'autre côté, M. Edouard Kaboya, il est de la diaspora angolaise, il est représentant de l'UDPS, il est du pouvoir. La thématique d'aujourd'hui, 70 ans après, où en sommes-nous avec les sociales congolais? On en parle parce que le roi belge va venir demain, c'est mardi en République démocratique du Congo. On est en train de faire un saut un peu dans l'histoire, mais c'est important avant que nous puissions parler du présent. Monsieur Edouard Kaboya, c'est vrai, vous, l'UDPS, Tshisekedi, les pères, était un opposant farouche de Mobutu. Mais pourquoi vous l'avez combattu? Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui réclament, même Mobutu, qui sont en train de dire que Mobutu avait fait mieux par rapport au régime qu'il a succédé. Bon, si quelqu'un vous dit que Mobutu avait fait mieux, bon, ça lui engage que lui, mais la réalité, c'est dans les paniers des managers, vous allez trouver que les Congolais
a été compté parmi avant les dernières même des pays en termes de PIB où on n'existait même plus comme pays. Donc, vous allez comprendre que 32 ans, moi je parle des années, si Mobutu avait la volonté de changer ce pays, de transformer ce pays, on devrait déjà être comme les États-Unis d'Amérique en Afrique. C'était ça même les soucis de son homologue à l'époque, Muammar Kadhafi, qui lui disait qu'avec tout ce que tu as comme richesse, mais si vous mettez la volonté de développement, de booster ce pays, en tout cas, on devait avoir vraiment l'Union africaine qui a commencé, qui devrait même commencer avec les Zaïre à l'époque, et on devrait avoir aussi notre monnaie unique, que cette monnaie-là devrait quand même permettre de se concurrencer sur le marché économique avec les autres pays. Donc, vous comprenez que s'il faut parler dans les... D'ailleurs, c'est ça. Donc, Mobutu n'avait... Fétien Tshisekedi Omulumba de reste mémoire, lui n'avait pas combattu Mobutu, avait combattu le système mobutiste. Parce que quand on combat une personne, on combat l'idéal, son système. Donc, quand vous déracinez le système, alors c'est là où maintenant que le peuple, à qui vous êtes au front pour leur bien-être là, ils doivent pas, non, exactement, ces messieurs. Donc, lui, il avait combattu le système. Pourquoi? Parce que nous, on avait tout. On ne devrait pas encore continuer à être dépendant des autres pays. Par contre, ce sont des pays qui devraient être dépendants de la RDC. Mais Mobutu, c'est comme ce qu'a dit mon économiste ici. Vous voyez que au système de organisation, à la place de laisser les économistes s'accaparer avec leur système pour la stabilité économique des Zaïre, mais il a pris tout, il a donné aux politiciens. Donc les gens du comité central du mouvement de la révolution, c'est-à-dire que tout a été politisé. Donc le problème de ce pays, on politise tout, même là on ne peut pas politiser. Mais comment voulez-vous que les là, il faut laisser les spécialistes, vous mettez exactement, les incompétents, les gens qui n'ont pas qualité. Vous voyez, moi je lui félicite tellement. Un Congolais qui vit à l'étranger, qui a raisonné de ce qu'il peut faire pour son pays. Parce que dès que tu es citoyen d'un pays, il ne faut pas toujours d'abord rêver de ce que le pays peut faire pour toi. Mais toi, tu dois rêver de ce que tu peux faire pour ton pays. Tous ces gens-là que nous citons dans les annales d'histoire, mais ne sont pas plus que Takiza, ne sont pas plus que Douar. C'est-à-dire, comme nous sommes tous fils de ce pays, j'ai aussi une page d'écrire pour mon pays. Voyez-vous? Voilà, il a apporté son expertise. Sans pour autant te soutenir, mais dans d'autres pays. Mais comme il est venu comme ça, mais il devrait être soutenu. C'est ça, c'est que moi je vis à Luanda, en Angola. Donc tout jeune Angolais qui a un projet. Aussi, le président nigérien, il soutient quand même les entrepreneurs. Vous voulez que dans le monde d'entrepreneuriat, que la voix de l'RDC puisse être entendue. Mais comment cette voix-là doit être entendue si vous ne boostez pas vous-même vos entrepreneurs que vous avez sur le terrain? Donc vous voyez que Etienne Tshisekedi avait raison de combattre Mobutu parce que le système dictatorial, le système de se faire riche plus que la population, alors à ce moment-là, il lui a dit net métier, vraiment nous en Mais je vous lance quand même une vérité parce que on s'est quand même documenté un peu sur la gestion également de Mobutu. Mobutu n'était pas seulement un diable. Là, il faut défendre les acquis de l'autorité. Mobutu a construit aujourd'hui Inga. Aujourd'hui, c'est sous Mobutu, Stade des Martyrs, Pont Marchal. Il y a autant de choses que Mobutu a à faire sous Mobutu. Il y avait les économistes, il y avait les chefs d'entreprise, les Kansebou, les papas de Jean-Pierre Bemba, les Dokolo, ainsi de suite. Mais après Mobutu aujourd'hui, il n'y a que les Pakistanais, il n'y a que les Chinois, ainsi de suite. Donc Mobutu, malgré ses erreurs, mais quand même, on pouvait compter du doigt quelques Congolais qui excellaient. Quand vous êtes un dirigeant, il ne faut pas, quand on commence à vous mettre sur la balance de votre gestion, on dit qu'il avait beaucoup de mal, mais peu de bien. Donc là, ça ne va pas. Là, ça, parce que les richesses sous-sol que la RDC détient, mon frère Delphin, donc je vous dis que ce n'est pas le stade des martyrs et tout ce que nous avons acquis avec vous. On devra faire plus mieux que ça, parce que c'est un dirigeant qui a pérennisé son pouvoir. Voyez-vous? Donc c'est-à-dire que le problème qui était là, était que son système, à lui, oui, sur d'autres plans. Tshisekedi le père était aussi dans le système, de Mobutu. Il a géré, il a été avec lui. Lui, il était un homme franc, il était un gestionnaire transparent, il n'avait pas voulu entrer dans des combines. Vous voyez, Tshisekedi avait dit Mobutu, à l'époque,
on était fort sur le plan d'armement. Vraiment, à cette époque-là, personne ne devra vraiment se comparer avec les Zaïres. Vous savez que, d'ailleurs, même la forces armées zaïroises à l'époque, ils avaient libéré même d'autres pays d'Africains dans des indépendances que nous parlons avec vous. Mais avec cette force-là qu'on avait, il n'y avait plus encore question de continuer à sujeter le pays sous thème c'est-à-dire de la dépendance quelque part. Non. Parce que bon, en fait, nous sommes allés à l'indépendance politique. Mais on devra aussi planter les jalons de l'indépendance économique. Parce que si l'indépendance économique, et d'ailleurs nous on avait tous les atouts, je vous dis la vérité, du temps des Aïeux, on avait tous les atouts pour que l'RDC soit indépendamment économiquement par là. C'est-à-dire que comme nous sommes avec les économistes comme ça, mais à ce moment, ce pays-ci a déjà une autre ampleur, contrairement à ce qui se passait là. Merci. Mais avec de peu de force qu'on avait. Mais il fallait d'abord capitaliser cela, afin que nous puissions aller de là-bas. Non, il a voulu toujours entrer dans des combines politiques pour se faire toujours que roi d'Isaïr pendant que le peuple continue à être pauvre. Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'économie congolaise soit boostée, pour que la RDC puisse relever la tête? Nous avons la chance d'avoir l'économiste ici, M. Mathieu Takizala. C'est important, mais j'ai suivi le chef de l'État, Félix. Il dit, si nous les Congolais, on ne se réveille pas, nous risquons d'avoir tous les pays du monde venir nous faire la guerre par rapport à ce que nous avons. Voilà. Maintenant, je me pose la question. Nous avons toutes les richesses possibles. Le Congo est scandalement béni par Dieu. Mais pourquoi on n'a pas cette indépendance économique? Est-ce que nous manquons les hommes, nous manquons la politique, ou nous sommes hantés par les diables? Indépendance économique ne se décrète pas. Ça se sente, ça se construit autour des acteurs. Il faut faire tout le monde acteur dans la démocratie du Congo. Il y a beaucoup des inactifs dans ces sociétés. Ça signifie que nous sommes en économie de marché, économie du XXIe siècle. L'autre fois, la force des États, c'était le bruit de bottes. Aujourd'hui, un État prospère, c'est un État qui a plus d'entreprises. Un État qui produit, qui donne les hommes au travail et qui fait que cet État est prospère. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons Davos, où les États prospères se réunissent, qu'on appelle G7 ou G20. Ils ne vont pas là-bas parce qu'ils ont des derniers chars. Ils vont là-bas parce que dans ces territoires, il y a un excédent, il y a une épargne, il y a le pouvoir d'achat, il y a des entreprises, et il y a le secteur financier, il y a les voies de communication, il y a des universités, il y a des écoles, des hôpitaux. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience à tout ça. Ça veut dire qu'il faut relancer les structures pérennes, les structures productives, les entreprises. Les modèles qui sont aujourd'hui à Kinshasa, elles doivent être dupliquées à l'intérieur du Congo profond. Il faut que les politiques publiques comprennent qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien que tout ce que nous produisons soit uniquement dans le post-consommation. Parce qu'aujourd'hui, le paix que le Congo produise comme ressources, annuellement, passe uniquement en salaire. L'investissement a reculé dans ce pays presque 50 ans. On ne parle plus d'investissement ni de la création de richesse. On parle plus de maximisation de recettes. Et vous sentez que l'exode est devenu les voisins des Congolais. Quand vous sillonnez dans toutes les grandes villes congolaises, vous sentez que le périphérique est explosif. Les bidonvilles, pilule. Pourquoi ça pilule? Or que ces gens-là, on en a besoin de ces gens dans des plantations, dans des usines, tout ça, ainsi de suite. Vous voyez que 60 ans, des ans d'Iran, l'unique voie routière bitumée en longue kilométrique, c'est Kinshasa qui coûte 500 km. Comment un pays qui a 26 provinces, acceptez-vous que vous faites un marathon de 70 ans et il n'y a pas un autre? Donc les routes boostent le développement d'un pays. Mais ce sont des voies de communication. Je rappelle avant la période indépendantiste, et qu'est-ce qui s'est passé? On quittait Kinshasa, on allait jusqu'à Kisangani par de voies routières. Pourquoi ça se faisait comme ça? Parce que dans tous les contrées de la démocratie du Congo, il y avait des petites unités de production et que les cantonnages manuels existaient. Même les routes n'étaient pas bitumées, mais il y avait des voies de communication. Et que les Congolais n'étaient pas condamnés de venir uniquement à Kinshasa ou à Lubumbashi pour vivre. Aujourd'hui, nous constatons l'exode réel. Mais oui, mais l'exode, pourquoi? Parce que le villageois ne trouve plus intérêt de rester dans le contrée. Parce que le camion, même le vélo ne passe plus. Dans les provinces, ils sont restés très pauvres. Les provinces sont vidées. Parce que le développement, c'est conçu dans deux pôles. Pôle rural et le pôle urbain. Le pôle rural aujourd'hui est vidé. Le pôle urbain, les gens ne sont même pas occupés.
Ça signifie qu'il faut qu'on relance les activités économiques dans ce pays. Il faut accompagner les entreprises. Il faut le mesure incitative. On décrète en disant, par exemple, celui qui crée des emplois du côté de Dufoutoto, pendant X temps, il ne perdra pas, par exemple, l'impôt. Et celui qui crée des impôts, par exemple, du côté de Mbandaka, pendant X temps, il a un crédit sans intérêt. C'est ce que tous les États font. Et celui qui crée cet emploi, l'État lui donne un contractuel. Et avec ces contrats, on voit qu'on gagne dans le terrain social, dans le terrain fiscal, dans le terrain innovatif. Mais on ne parle pas de ça assez dans ce pays. Vous voyez que tout le monde aujourd'hui tourne le pouce au lieu d'avancer. Et il faut, on peut plus continuer que ce que les Congolais consomment doit venir dans les autres économies. On doit faire même que la moitié... Même la moitié de ce que les Congolais consomment doit être produit à l'intérieur de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on va revenir. Et puis rapprocher l'école avec l'entreprise. Aujourd'hui, l'école, il y a des enfants qui font même des crises économiques, gestion, tout ça, ainsi de suite, mais ils n'ont même pas de gros stage. Il sort là-bas, directement vous l'appelez économiste. Nous avons des généralistes aujourd'hui au lieu d'avoir plus de spécialistes. Oui, mais il faut s'adapter. Le Congo, il faut former en fonction de besoins. Le Congo aujourd'hui, mais pour former les gens, l'unité de mesure, c'est quoi? Ce sont des entreprises, non? Qui donnent. Ils ont besoin de qui? De quelle formation? Les formations que le Congo en a besoin, on ne forme pas. Et les formations que le Congo n'en a pas besoin, c'est là où on forme. Voilà. On jette beaucoup d'argent du côté de la formation, mais du côté de la création de l'emploi, il n'y a pas assez d'argent. C'est contradictoire. Mais on les forme pour devenir quoi? C'est ça le avoir vrai des problème. diplômes, mais n'est pas servir à la nation. Et puis, le vrai problème, les entreprises de portefeuille. Normalement, ce sont ces grandes entreprises qui doivent être le client des petites entreprises pour que les petites entreprises puissent créer de l'emploi. Madame Adèle, vous êtes en train de nous suivre. C'est pas le cas aujourd'hui. Depuis et la plupart des gouvernements que nous mettons ici, vous allez voir que l'entreprise mon frère René Katebeka Toto, s'il est devenu l'intelligence de l'économie de l'autre fois, c'est quoi? C'était Jekamine qui était le client de Katebeka Toto. Mais aujourd'hui, les Mathieu Tagizala, on peine. On laisse tout du bord de l'informel. Vidanger un véhicule. S'appeler, acheter un véhicule. C'est l'unique pays au monde où achat de véhicules, ça ne se fait pas. 90% des véhicules qui sont achetés en pays démocratique du Congo, c'est autour de l'informel. Mais comment vous allez créer des emplois? Merci. Monsieur Edouard Kaboya, vous êtes représentant de l'UDPS en Angola, vous êtes au pouvoir, vous êtes de l'UDPS. On ne vient pas au pouvoir pour se plaindre, on vient au pouvoir avec l'idée de changer des choses. J'ai suivi le chef de l'État, il avait dit il veut faire le Congo l'Afrique, l'Allemagne de l'Afrique, les Congolais des millionnaires. Mais comment, si l'économie n'est pas boostée, si l'entrepreneuriat est négligé, s'il n'y a pas les initiatives? Je crois que le chef de l'État, quand il part, il ne se plaint pas. Il tire la sonnette d'alarme pour que chaque compatriote prenne conscience de son propre pays. Parce qu'un chef de l'État n'est pas un magicien, seul ne peut rien faire, mais avec l'appui de son peuple, il peut. Il fallait d'abord planter le décor, de diagnostiquer le pays où nous venons. Donc nous parlons de 62 ans. 62 ans, Félix n'était pas président de la République. Félix a hérité un pays qui n'existait quasiment pas. Non, il a été un pays avec les institutions, contrairement à Kabila, avec les institutions, avec l'armée, presque tout. Il n'y avait pas les institutions, il n'y avait que les hommes forts. Il n'y avait pas les institutions. Okay. Or, dans un État purement démocratique, ce sont les institutions qui sont très fortes que les hommes, comme vous le savez très bien. Okay. Et les institutions étaient même tribalisées, il n'y avait pas les institutions. Ça sont des choses que les gens disent pour faire plaire à leur mentor, mais la réalité est là. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple congolais, si vous êtes en train de comprendre l'analyse de mon co-débatteur, c'est-à-dire que c'est ici l'occasion que le peuple se range derrière les chefs de l'État. Parce que la vie d'un pays, c'est comme le fonctionnement d'un corps. Bon, maintenant, quand Félix arrive au pouvoir, il trouve que ce corps est dans la mort. Il faut peut-être retirer là pour réanimer. Donc, le Congo est dans la... Regardez, mais le problème est vous avez suivi Emmanuel Macron. Oui, oui.
l'ère de son débat duel avec sa challengère, Madame Le Pen. Or, Macron a hérité un pays qui est quand même un pays développé dans notre secteur de la vie. Mais Macron a dit à Madame Le Pen que Madame, le pays ne se développe pas en 5 ans. Mais pendant que Félix est venu en 2 ans, 3 ans, d'abord on peut parler une année. Bon, en tout cas, mettons tout ça là. Il y a quelques avancées. Ça, je crois que même l'économiste peut reconnaître cela. Parce qu'il y a les voies de communication qu'il est en train de dire. Il faut nous aider avec ces avancées. Parce qu'apparemment. Vous savez, bon, en tout cas, je prends seulement ce qu'il a dit là. Donc, nous prenons la RNI qui quitte, donc Kinshasa qui quitte. Alors, c'est déjà jusqu'au Kassai. Au moment où nous parlons ici, déjà, cette route-là, ils sont déjà à Kamosha. Donc, Dieu voulant peut-être, avant de finaliser les mois, ils vont atteindre déjà Kassai central, et après, ça doit aller jusqu'au Kassai oriental. Bon, j'ai suivi moi-même. J'ai suivi moi-même. Je crois, il doit être député, celui de l'Équateur, qui vous dit que, j'ai jamais vu même Mobutu, qui était le natif de l'Équateur, il n'a pas construit même une seule route. Mais au moment où nous parlons ici, c'est sa partie de Bandaka jusqu'à Badolité. Déjà, une route bien asphaltée. Ça, ce n'est pas les efforts non. Les patrons de Ouidal. Non, lui-même a dit. J'ai oublié son nom. Non, le ministre Monsieur Luando. Guy Luando. Non. Il fait ses efforts. Avec ses fondations, ses propres moyens. Il ne faut pas s'accaparer de ce qu'il fait. Dire que même s'il peut y avoir autant de millions, mais lui seul, il ne peut pas s'engager pour faire ce que l'État peut faire. Ça, je vous l'avais dit, parce que à ce que l'État peut faire, il y a vraiment tout un dynamisme qui doit être déjà mis sur pied. Mais quand vous sentez le monsieur, il n'a pas parlé de M. Guy Luando, qui est ministre de l'administration du territoire, mais il a parlé sur ce que le ministère des infrastructures est en train de mettre sur le pied par rapport à ça. C'est-à-dire, il y a quelques avancées. Et ces avancées-là, ça montre déjà la bonne volonté que le fils du pays a pour développer son pays. Donc, c'est ça ce que je vous ai dit. Félix a le devoir mental. Il a une dette morale avec les Congolais. Parce qu'il a pris des pays, dans l'état qu'il a pris là, mais il est en train de ressusciter ce pays-ci. Alors, maintenant, ce qu'il est en train de faire, vous avez vu, j'ai jamais vu dans l'histoire, il fallait d'abord mobiliser les recettes de l'État. Vous-même, aujourd'hui, nous avons combien dans les réserves de l'État? 4 milliards de dollars américains. Vous êtes en train de voir le ministre de l'UDPS, comment il se défend de ce terrain. Ici, je parle notamment du ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, Tony Mwaba. Je parle de Tony Mwaba, je parle de la DG, de DGI, M. Banabé Mwakad. Donc, c'est pour montrer d'abord cette volonté. Gilles Alengueti aussi. Voilà, parce que tout ça, avec l'IGF, voilà, pour booster l'entrepreneuriat, nous devons d'abord mettre la politique de la maximisation des recettes. Parce que si on ne maximise pas les recettes, mais comment on doit booster l'entrepreneuriat? Il fallait d'abord qu'on puisse maximiser ces recettes. Et pour maximiser ces recettes, il faut qu'il y ait quand même une discipline financière. C'est des disciplines-là que Félix Tshisekedi est en train de prendre. Voilà pourquoi il y a ces avancées-là. Or, ces avancées-là, c'est dans l'actif du pouvoir de l'UDPS. C'est dans l'actif du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour dire que dans une année, il est en train de faire ce qu'il fait. Mais dans 10 ans, quel sera notre pays? Voilà pourquoi je m'inscris à notre aîné Lambert Mende, qui a dit qu'il donné de confiance, qu'il n'y a pas de problème de mandat. En tout cas, je sais que le Congo deviendra comme un paradis terrestre. Donc, merci. Il faut soutenir le ça, c'est Lambert Mende, il faut comprendre qu'il aime trop parler. Voilà, monsieur Mathieu Takizala, c'est important. C'est que monsieur Edouard vient de dire, est-ce vous, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, ces réalisations sous le régime Tshisekedi, est-ce que vous les sentez? Si réellement c'est vrai, qu'est-ce qu'il doit faire afin que cela puisse répercuter à la vie quotidienne de la population? D'abord, les entreprises doivent avoir carnet de commandes. Parce qu'une entreprise sans carnet de commandes, ça ne sert à rien, c'est une boîte vide. Et 3/4 des entreprises congolaises, ce sont des boîtes vides, sans carnet de commandes. Et moi-même, je suis témoin. Ma boîte, ça fait 6 ans en République démocratique du Congo. 3 ans de l'épopée de Joseph Kabila, 3 ans de mon frère Félix Tshisekedi. Mais ma boîte n'a pas de contrat, rien du tout. Ce n'est pas parce que vous ne demandez pas, parce que on sent la volonté, monsieur Edouard vient de dire, il y a la volonté. Je suis modestement parmi
celui qui incarne le secteur privé congolais aujourd'hui. Ok. Même la FEC, vous le voyez pas dans le plateau. Discuter avec un confrère politique. Oui, la FEC avec Yuma. Ici, même moi là qui dépend. Le secteur qui est essentiel pour faire rayonner la République démocratique du Congo, et je vous dis que je n'ai pas de contractuel, mais imaginez-vous celui qui ne fait pas ses efforts. Si je suis devant vous, qu'est-ce qui va me manquer à écrire aux institutions, du bord privé? Vous l'avez déjà fait parce que nous devons lancer les messages aux institutions, d'appuyer les gens comme vous, si c'est vrai. À l'heure actuelle, je suis auteur d'un plan de redressement à la République démocratique du Congo. Okay. Les 36 mois que je viens de faire ici. Je suis auteur d'un plan de développement de la société spéciale autogarage, où j'appelle que les sociétés qui ont l'intérêt connexe avec l'activité de spécial autogarage de rentrer à l'intérêt, y compris les institutions. Parce que dans ces domaines, on est pigeon. Ce n'est pas normal qu'un État puisse faire 60 ans dans l'ingénierie de l'automobile, il n'a pas une enseigne congolaise, qui soit dans la distribution, qui soit dans la maintenance, qui soit ainsi de suite. Ça, c'est fait nulle part au monde. Ça fait que l'argent passe par des canaux, des structures venues d'ailleurs. Il faut créer une concurrence locale. On avait un logisticien national qu'on appelait TP, qui est aujourd'hui quasi inexistant. On peut le faire, en fait, ce qu'on appelle du vrai public-privé, avec spécial autogarage, pour que nous puissions être des boîtes qui réagissent. Des sociétés comme Sonance, tout véhicule qui circule en République démocratique du Congo n'est pas titulaire du contrat d'assurance. On écrit des boîtes comme FPI. Aujourd'hui, le véhicule ne s'achète pas avec des produits financiers qu'on appelle crédit. Vous comprenez? Ça fait qu'on alerte les institutions électives, législatives qu'on appelle le Sénat et le Parlement. Les deux présidents qui viennent de partir, même les actuels, ont été alertés à plusieurs fois. La primature, Chéri Lunga Lunkamba, plusieurs fois, Samalukonde, ça tombe bien qu'il vient d'être fraîchement directeur général d'une boîte. Ça fait qu'il connaît, et lui-même à l'époque, il comprenait qu'être un chef d'entreprise en République démocratique du Congo, ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, nous devons parler avec des chiffres. Ça fait dire dans tel secteur, regarde le nombre d'entreprises congolaises qui bénéficient du contractuel et qui essayent de créer de la valeur en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont en difficulté. Vous avez suivi qu'en pleine Covid-19, dans tout le pays du monde, y compris même le pays du continent africain, où il y a des mesures incitatives et accompagnatrices des entreprises, parce que les entreprises, ils se sont privées de chiffre d'affaires. Regardez Mawed 6. Des décennies, ça suffit à ces rois monarques de l'Afrique maghrébine qui fait son pays le premier économie. Maroc. Avec l'infrastructure, avec les... Et ça se transforme localement avec des boîtes marocaines, avec le secteur bancaire. Ils ont créé des plans stratégiques dans tous les secteurs d'activité, en associant les acteurs sectoriels. Aujourd'hui, les acteurs sectoriels dans ce pays ne sont pas associés. Nous sommes là, parents pauvres. Tout ce que nous disons, ça passe comme si Jean-Baptiste. Le mot sérieux, c'est d'abord dans... Aujourd'hui, on accorde plus la crédibilité aux étrangers, on donne plus le marché aux étrangers. Ce sont des erreurs. Si nous voulons que l'investissement étranger soit solvable en République démocratique du Congo, elle doit s'atteler à des boîtes congolaises. Si vous regardez, je vous donne une petite question de curiosité, regardez les agences d'investissement des pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Il y a un instrument qu'on appelle le banque des projets. Mais regardez la vôtre, l'agence des appui d'investissement à la République démocratique du Congo. Il n'y a pas une banque de projets. Le banque de projets, c'est quoi? C'est tous les projets économiques qui sont à la République démocratique. Donc, les entreprises qui sont à la République démocratique du Congo, telles que les spéciales autogarages, avec un plan de développement, avec des stratégies qui peuvent permettre aux autres entreprises, ceux qui fabriquent des pneumatiques, ceux qui fabriquent des huiles, ceux qui fabriquent ainsi de suite, en venant à la République démocratique du Congo, en trouvant quelles boîtes qui peuvent se marier avec. Et qu'est-ce qui peut le faire ça? Ce sont des politiques. Et le politique, il doit comprendre que les sociétés congolaises, tant qu'ils ne seront pas en première position, ça ne sert à rien. Leur politique, il n'y aura pas d'effet. Et le preuve en est que vous voyez que le chômage ne fuit pas la République démocratique du Congo. L'entrepreneur congolais et les dindons de la farce. Dindons de la farce. Merci. Monsieur Edouard Kaboya, vous êtes au pouvoir, vous avez la responsabilité de mieux faire. Parce qu'avec l'IDPS, vous nous avez parlé du peuple d'abord. Aujourd'hui, vous sentez le pouvoir d'achat. Le peuple paye, achète des choses trop chères.
Il y a des gens qui réclament même Kabila. Tout ce que Kabila avait laissé, sous votre gestion, c'est triplé, c'est augmenté. Du moment que vous nous chantez ici, trop de recettes, augmentation du budget, ainsi de suite. Vous avez quelle politique pour que le peuple soit quand même à l'aise? Si tu te rencontres avec quelqu'un qui dit que Kabila doit revenir, il a vendu son âme à Kabila. Comment ça? Je vous ai donné un exemple. Tout a augmenté, les prix, et ainsi de suite. Il a vendu son âme à Kabila. La situation précaire que nous sommes en train d'évoquer avec vous aujourd'hui, mais c'est dans le bilan de Kabila. C'est dans le bilan. Il n'est plus, c'est votre temps. Mais c'est notre temps. Voilà pourquoi je vous ai dit que notre temps, il y a les avancées notables. Le peuple ne sent pas ça. Le peuple est en train, vous savez... Apparemment, c'est utopique, c'est dans le chimère, c'est dans l'esprit. Parce qu'il faut que la population sorte. Vous avez vu, écoute, vous-même vous avez vu récemment, même les policiers qui étaient en liesse par rapport à l'augmentation de leur salaire. Quand nous prenons le pouvoir, les fonctionnaires n'avaient pas de salaire. Vous le savez. Ils n'avaient pas de salaire. Alors les parents vivaient dans des galères, et puis etc. Donc il n'y avait rien du tout. Mais quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir, il fallait d'abord que nous puissions recommencer à avoir les salaires des fonctionnaires. Vous avez vu qu'on a même majoré à 30% par rapport à leur salaire. Et ce ne sont pas des utopies, ce sont des réalités. Ajoutez, oui, mais le pouvoir d'achat, vous ajoutez 100 000 francs sur le salaire de quelqu'un, mais la chose qu'il achetait à 200 francs, maintenant c'est à 600 francs. Vous voyez que vous n'avez rien fait. Plus de 22 ans, la République démocratique du Congo ne produisait pas. Le pouvoir précédent, ils avaient privatisé l'importation à la système de la production nationale. Quand vous ne produisez pas, mon très cher frère, il ne faut pas nous demander miracle de vivre selon ce que vous voulez. Mais pendant que nous avons une terre bénite, comme ce que vous avez dit, que cette terre qui peut prendre vraiment la revanche du sol sur le sous-sol, mais la politique n'a pas pu booster cela. Nous avons vu avec vous dans ce pays seulement une famille qui se sont accaparées avec des entreprises privées pour s'atteler que dans l'importation. Mais un pays qui ne produit pas. Comment voulez-vous que les prix des denrées alimentaires d'ailleurs, ils peuvent être quand même accessibles à tout le monde? Oui, mais le pouvoir d'achat, c'est par rapport à la production. C'est-à-dire qu'il y a un effort que nous sommes en train de faire dans le sens que chacun d'abord se retrouve, que chacun ne puisse pas passer la nuit blanche, le temps que nous sommes en train de nous battre. Vous avez vu vous-même. Voilà pourquoi moi ici, j'interpelle, mais c'est Matata Mpogno. doit comparaître, il doit nous dire là où il a mis notre argent de 280 millions de dollars américains. Respectant l'état de droit, Kalou a pondu un jugement, ou soit il y a, disons, une réponse que Matata ne peut pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu? C'est ça aussi, vous avez déjà vu un juge naturel de quelqu'un déclarer que je suis dans la constitutionnalité de ne pas te juger? Comprenez qu'il pourra. Donc c'est pour dire que cet argent-là, si Bokangalonzo devra, à la production depuis cette époque, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais mon frère Delphin, on ne devrait plus parler sur le pouvoir d'achat. Voyez-vous? Bon, mais maintenant, nous sommes en train de nous battre. Vous avez vu les efforts que nous sommes en train de mener. Aujourd'hui, avec le service national, Kanyamaka Cissé. Qui nous produit, le maïs. Voilà. Ah ouais, avec les Koulouna. Tout ça, c'est ça, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas connaître toujours, ce que vous dites là, de se plaindre. Non. Déjà, la population doit sentir réellement qu'il y a un changement. Ce changement-là, dans ce que nous avons, ok, Kanyamakassé, tu peux nous produire d'abord pour permettre à ce que le panier de ménagères, que chacun puisse se retrouver. Un sac de maïs à 18 000 à 18 000 francs congolais, vous comprenez? Or, c'est contrairement avec le temps de Kabila, parce que le temps de Kabila, il y avait cette histoire de l'estage, je l'ai toujours dit. Donc, quand les vieux mangent aujourd'hui, alors les enfants doivent garder leur ventre. Merci. Voilà, on va signaler à la fin, il nous reste 2 minutes. Je vous donne 1 minute et puis je vais revenir vers le 2 minutes. Monsieur Mathieu Tegzala, vous êtes économiste, entrepreneur, regardez la caméra. Parce que 70 ans après, le roi belge arrive, alors les autorités vous regardent. Adressez-vous à Sama Lukonde, qui est le chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vous savez, le politique, on ne peut pas être vainqueur s'il n'y a pas de résultat. Mais pour avoir des résultats dans le terrain social, il faut avoir des entreprises. Et pour avoir des entreprises, il faut accompagner le chef d'entreprise. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne sont pas accompagnés en démocratie du Congo.
Et si vous allez, le miracle singapourien, ou le miracle de l'Arabie Saoudite, que nous partons tout le temps ici, Dubaï, tout ça, ainsi de suite. Et ils ont mis, vous pouvez venir avec des milliards, mais si vous n'êtes pas mixé avec un entrepreneur local, ça ne passera pas. Mais aujourd'hui, dans ce pays, l'entrepreneur local n'est pas considéré, ni respecté. La crise vient de passer. Vous avez vu les entrepreneurs locaux reçus en pompe dans des salons IP de Kinshasa? Non, même pas de commission parlementaire. Pourtant, la crise est profonde. Et l'ennemi de la politique, c'est la misère. L'ennemi de la politique, c'est la misère. Mais pour déplacer la misère, il faut avoir des enseignes. D'où la nécessité, vous voyez. Moi, j'ai senti, 36 mois, je viens de faire ici à Kinshasa, je trouve ça aberrant que le Congolais, on le laisse comme ça, dans la consommation de biens mécanisés. Sans abonnement, sans crédit, sans accompagnement, sans prévente. On vient de mettre en place, en disant aux Congolais, venez avec des véhicules. Parce que ce n'est pas normal que vous roulez avec quelque chose, vous ne savez pas combien ça va vous coûter en entretien. Mais ça, le travail, ce sont le travail des professionnels. Mais le professionnel qui pense à ça, mais l'État doit récupérer ça. L'État doit travailler avec ces genres de professionnels. C'est ce qu'Obasanjo a fait, que vous avez dit tout à l'heure. S'il y a les Enumelo, s'il y a des Dangote, c'est Obasanjo qui comprend que ces manières de l'économie, il faut travailler avec eux. Mais comment fait-il au Congo? Vous avez des entrepreneurs, mais vous n'êtes pas capable de mettre ces entrepreneurs en mouvement, de marcher avec ces entrepreneurs. Logiquement, un État en difficulté, les chefs de l'État, y compris avec des officiels, lorsqu'ils partent en mission, ils prennent derrière et toujours le chef d'entreprise. Parce que ce sont les chefs d'entreprise qui vont étaler. C'est quoi le Congo? Le Congo de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle peine du Congo de l'entreprise. Le prévenir regarde la foire internationale. Là où nous, les entrepreneurs, on réunissait pour faire fête économique. Aujourd'hui, on laisse comme ça. Et on veut parler de l'économie. Non. Merci. Nous devons, cher Samaloukonde, vous êtes encore avec les arriérés des Congolais. Les arriérés des Congolais, les Congolais veulent, à l'heure actuelle, qu'ils puissent travailler. Mais on ne travaille pas dans la rue. Il faut étouffer l'informel. On l'étouffe à travers l'entreprise. Merci, M. Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage. En difficulté, sans contrat. Merci, M. Edouard, 45 secondes. On termine avec vous. Vous avez du pouvoir. Regardez Samaloukonde, c'est le chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'il doit faire afin qu'en 2023, que votre chef puisse avoir la chance d'être voté? Je demande à Samaloukonde d'accompagner la politique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de laisser toute la distraction derrière lui, de voir ce que le peuple demande. Parce que la vision du chef de l'État est matérialisée dans un programme par le Premier ministre et son gouvernement. Donc, nous ne sommes pas des téléspectateurs, nous voulons voir le Congo changer. Parce que ce peuple attend beaucoup et ils doivent se déployer tous les efforts, comme les appels qu'on lui lance, afin de comprendre ce qu'il faut faire. Mais rester comme ça, dans les bureaux climatisés, l'histoire comme ça, vraiment, ce n'est pas ça ce que le peuple demande. Merci. Que demande le peuple? Le musicien congolais Félix Wazegwa avait dit, plutôt le peuple veut manger, veut avoir l'électricité, veut avoir de l'eau, veut avoir la garantie pour sa santé. Voilà, c'est ce que Félix Tshisekedi avait promis. Le peuple d'abord, espérons, à travers cette émission, vous avez à retenir quelque chose pour aider quand même ces pays. Je ne sais pas, le roi, quand il va venir, est-ce qu'il va se moquer des Congolais ou il peut dire, j'ai l'honneur d'avoir été peut-être les chefs de ces pays en 1960, avant même 60. Sur ce plateau, j'étais avec M. Mathieu Takizala, qui est entrepreneur, chef d'entreprise, diaspora, économiste. Merci d'avoir été des nôtres. Également de l'autre côté, M. Edouard Kaboya, représentant de l'UDPS en Angola. Merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi à vous. Suivez cette émission chaque jour à partir de 11h. Rediffusion 22h, c'est votre programme. Le numéro est là si vous voulez participer. Appelez-nous. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.